Le monde est de plus en plus fracturé et au bord de l'implosion ces dernières années. Toutes ces tensions que nous constatons partout dans le monde n'est due qu'à une chose, les failles du capitalisme, le système selon lequel fonctionnent tous les pays du monde aujourd'hui. Ces problèmes ne s'arrêteront jamais avant l'avènement du communisme et avant cela du socialisme. En 1917, Lénine et Staline ont essayé de remédier à ces problèmes et ont échoué à cause du révisionnisme. En 1949, Mao a lui aussi essayé et a échoué à cause du révisionnisme. La différence ici est que Mao a compris quelque chose. Il faut combattre les contradictions internes du parti. La révolution ne s'arrête pas à la prise du pouvoir par le parti communiste. Elle continue sous une autre forme. Et c'est à partir de cette réflexion de la contradiction interne au sein du parti que Mao a élaboré la fameuse révolution culturelle. Ce sujet est d'autant plus important aujourd'hui car la révolution culturelle est une histoire qui a été racontée par les vainqueurs de cette révolution. Mais nous avons besoin d'étudier cette période de la Chine pour apprendre de ses erreurs et comprendre ce qu'il faudrait changer pour que cela fonctionne. C'est donc dans une analyse approfondie de la révolution culturelle que nous vous emmenons. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à déposer tous vos préjugés et ce qu'on vous a appris sur la révolution culturelle de côté, et à vous laisser porter par l'histoire de la révolution culturelle. La révolution culturelle n'est pas un concept propre à la Chine, mais bien une étape de la transition socialiste vers la société communiste. Chaque pays devra passer par cette phase. La révolution culturelle, c'est la révolution qui continue après la prise du pouvoir par le prolétariat. Une révolution qui lutte contre les réactionnaires et tous ceux qui souhaitent rétablir l'ancien système. Cela se traduit par une lutte de ligne constante au sein du parti, comme dans la population, et bien entendu, la transformation de toutes les normes culturelles réactionnaires de l'ancien régime. Ce n'est pourtant pas ce que les gens comprennent lorsqu'on entend révolution culturelle. Ce concept évoque plus une part de l'histoire chinoise qui aurait été 10 ans de calamité, qui aurait détruit la Chine, les Chinois et son patrimoine. Comme dit plus tôt, l'histoire est écrite par les vainqueurs, et le fait que la bourgeoisie, les révisionnistes et tous les autres ennemis du prolétariat critiquent activement la révolution culturelle, prouve que nous sommes sur la bonne voie. Quand on est attaqué par l'ennemi, c'est bon signe. La révolution culturelle n'est pas un événement à prendre à part. Il est très lié au contexte de l'époque en Chine, encore très marqué par la présidence de Liu Shaoqi, ainsi que de l'échec du grand bond en avant. En effet, les révisionnistes ne sont pas apparus par magie en même temps que les gardes rouges, la bande des quatre et tout le reste. En réalité, c'est une lutte de ligne qui avait déjà commencé avant la révolution culturelle qui n'était que le reflet de la lutte de ligne dans le parti au sein du prolétariat. Les révisionnistes avaient déjà commencé leur politique problématique dans les années 50, lors du grand bond en avant. Durant la présidence de Liu Shaoqi, le dirigeant de la ligne de droite, même s'il se pense de gauche, Liu et Deng ont décidé de revenir en arrière sur les grandes avancées accomplies par Mao lors de la fondation de la République populaire de Chine. C'est-à-dire qu'ils ont tenté de reprivatiser les terres qui avaient été collectivisées lors de la réforme agraire. En effet, Liu et Deng avaient toujours été hostiles à la collectivisation des moyens de production, un phénomène intrigant pour des gens qui se disent communistes. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Mais ce n'est pas tout, les politiques accélérationnistes visant à ce qu'ils appelaient courir vers le communisme, ce qui est assez ironique de la part de gens qui privatisaient des choses. Alors bien sûr, si le leadership médiocre de Liu et sa clique y est pour beaucoup, on ne peut clairement pas les accuser d'être la seule raison de cet échec. En effet, le climat joue aussi un grand rôle, ainsi que les prêts que la Chine avait contractés auprès de l'URSS de Staline, qui ont été soudainement réclamés en avance
suite à la rupture sino-soviétique causée par le révisionnisme khrouchtchevien. Une situation économique qui a bien évidemment déstabilisé la Chine dans son plan de développement. Et ce n'est pas une vidéo pour parler du grand bond en avant, mais il faut quand même rajouter un petit peu plus de contexte. Alors, pour rester chronologique, passons à l'année suivant le grand bond en avant. En 1963, l'éducation socialiste est lancée. Pendant le mouvement d'éducation socialiste, des cadres supérieurs ont été envoyés à travers le pays pour enquêter sur les relations entre les cadres locaux et la population. Les jeunes urbains ont également été encouragés à visiter les zones rurales pendant les récréations scolaires pour se renseigner sur les conditions de vie des populations rurales. Ce mouvement a été réalisé dans le but de rapprocher le Parti communiste chinois du peuple chinois dont il s'était éloigné depuis la victoire contre les forces réactionnaires de la République de Chine. Dans la même année, le 15 décembre, les discussions sur les orientations du mouvement d'éducation socialiste battent leur plein. C'est lors de ces discussions que les contradictions au sein du parti ont commencé à se faire de plus en plus claires. Liu Shaoqi, l'un des architectes du révisionnisme en Chine, est entièrement contre les 23 demandes de Mao qui ont pour but de purger la bureaucratie et de corriger les révisionnistes. En même temps, Mao s'opposait aussi contre l'expérience de Taoyuan, créée par la femme de Liu, Wang Wangmei. Une expérience qui n'est rien de plus que de fausses mesures anti-révisionnistes visant à limiter la richesse des membres du parti, à la place de s'occuper des vrais problèmes comme ceux de la corruption ou des déviations de droite. On peut interpréter ces mesures de Liu et de sa femme comme étant une tentative médiocre de contenter l'anti-révisionnisme du parti tout en essayant de conserver leurs vieilles habitudes. En effet, si on s'intéresse à l'organisateur de cette expérience de Taoyuan, on peut constater que cet homme était le parfait exemple des cadres corrompus piquant l'argent dans les caisses et volant les récoltes. Wang Jingdong, l'organisateur de cette expérience, a détourné plus de 684 yuan et 704 kilos de céréales. Il a dissimulé plus de 600 acres de terre, nuisant au pays et enrichissant des poches privées. Il a corrompu un cadre de bureau commercial de Hanggu avec 50 kilos de céréales et un montre-bracelet. Il a aussi créé un casino privé après 1962. Et des hommes comme ça, il y en avait plein. Toutes les raclures se faisant passer pour des communistes étaient couvertes par Liu et toute sa clique sous un beau vernis d'anti-révisionnisme qui n'en était absolument pas un. Il a été critiqué par Mao lors de cette réunion du parti durant laquelle Liu a été si respectueux envers Mao qu'il a été obligé de se saisir de la constitution chinoise pour se défendre et remettre Liu à sa place. Ces débats au sein du PCC ne sont que les prémices de la révolution interne qui attend la Chine. Malgré les efforts du PCC pour lutter contre le révisionnisme, on constate quand même beaucoup de tendances droitières capitalistes au sein de l'intelligentsia chinoise. Par exemple, en 1965, le 11 novembre, Yao Wenyuan écrit « Critique du nouveau drame historique, Haizhui Strike-Off ». Cet article a pour but de critiquer Wu Han, l'auteur du drame, qui a écrit cela pour soutenir la culture de la main unique et la culture de la page blanche, qui sont des mouvements pour la décollectivisation des terres et pour essayer de modifier la vérité pour que les bureaucrates et les révisionnistes ne se fassent pas punir. L'article de Yao est retiré du quotidien du peuple. Yao Wenyuan, celui qui a critiqué le drame réactionnaire, et Peng Zhen, un autre cadre proche de Liu Shaoqi, se sont vivement disputés pendant 18 jours jusqu'à ce que le quotidien du peuple accepte de republier l'article de Yao Wenyuan. C'est l'un des nombreux exemples de tensions entre révisionnistes et anti-révisionnistes, tout cela dans un cadre où l'Union soviétique détruit tout ce qu'elle a fait de socialiste pour se diriger vers un révisionnisme qui contaminera la quasi-entièreté des mouvements communistes de l'époque, en particulier en Europe. La Chine, qui lors de sa scission avec l'URSS devient le symbole mondial de la résistance anti-révisionniste, se doit d'absolument lutter contre ces révisionnistes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le 4 février 1966, Xu Litsun, un adepte de Liu Shaoqi, et d'autres membres du parti ont mis en place le rapport des 5 de la révolution culturelle, qui est une politique visant à limiter la grande révolution culturelle prolétarienne à venir, de façon à ce que la population ne puisse pas critiquer les membres du parti ou les membres de l'intelligentsia chinoise, qui sont pourtant ceux
qui sont les plus susceptibles d'être révisionnistes, donc visés par la révolution. Ils souhaitent limiter la révolution au domaine du culturel. Les films, les articles, les livres, etc. etc. Ils ne souhaitent absolument pas de réels changements concrets au sein du parti et de la population. Le 5 février, Liu présente le rapport de février au comité permanent du Politburo. Les débats dureront une semaine jusqu'à l'adoption du rapport le 12 février. Heureusement, le 16 avril, Mao a convoqué une réunion élargie du Politburo à Hangzhou. Il a discuté des erreurs commises par Peng Zhen, mais surtout, il a révoqué le rapport de février, afin de continuer sur la voie de la révolution. Le 16 mai, lors d'une réunion élargie du Politburo, la circulaire du 16 mai est adoptée à l'unanimité. On peut y lire ceci. Les représentants de la bourgeoisie, qui se sont mêlés au parti, au gouvernement et à l'armée, essaieront, le moment venu, de s'emparer du pouvoir et de transformer la dictature du prolétariat en dictature de la bourgeoisie. Certains de ces personnages ont déjà été reconnus par nous. D'autres non. D'autres encore sont portés à notre crédit et préparés à devenir nos successeurs, comme les Khrouchtcheviens qui dorment maintenant à côté de nous. Cette circulaire marque le début de la révolution culturelle. Il marque aussi la fin du rôle de successeur que Mao pensait pouvoir donner à Liu Shaoqi, qu'il ne considère maintenant plus que comme un bureaucrate révisionniste comme Khrouchtchev. Mais du coup, le début de cette révolution nous ramène à une question simple. Pourquoi la révolution culturelle? Laissons Mabogao vous expliquer cela. 他这个开始的时候跟后来发展的目的不完全一样。开始的时候，毛泽东是想在这个文化思想领域进行一些批评和自我批评，但是后来呢，发展到就是说，他觉得这个中国共产党党内。对这个中国革命和这个技术革命的这个意识形态认识不足，他觉得这个要从这个文艺战象思想上加上这个自批评和自我批评，开展到对党内领导干部的高层的批评。那为什么要对党内进行高层的批评呢？他就觉得中国不有可能不会继续走社会主义道路，就是党内有些人可能会像苏联一样的走资本主义道路，所以最后就提到这个打倒党内走资本主义道路的当权派这么一个口号。就是开始的时候跟后来的发展有一些变化，开始的时候是为了想这个在思想文化领域里进行一些内部的更新，进行批评和自我批评。因为毛泽东觉得这个文化领域没有对中国人民和中国青年进行这种革命的教育，而且那些比方说戏剧啊，他们搞的都是这个才子佳人，这个历史上的古代的人物，不歌颂工农兵。然后呢，这个开始的时候是这个想法，但是后来呢，这个红卫兵运动一起来以后，然后还有搞这个就是特别是北大派工作组的时候，这个毛泽东觉得工作组镇压了这个群众的这个批评运动，然后就牵涉到刘少奇和邓小平，那么最后就牵涉到要对整个党内最高层进行这个批评，进行清洗，使这个共产党更加革命化。那这个文革的运动就进一步开展到很多地方了。那么现在这个当然刚才说了，他们最后的这个就是毛泽东和文化大革命的这个激进派，他们最后提出的口号，这个激进包括当时陈伯达、江青、康生、张春桥等等。那他们提出这个意见，就是说这个跟着毛泽东的意思，就是说中国共产党有这个当权派这个领导人有可能走资本主义道路，不过搞文化大革命使他们思想进行改造，就可能改造的目的就是说，改造的方法就是让他们面对群众，群众对他们提出批评，对他们进行所谓的思想上的斗争，然后让他们承认错误，
如果他们承认错误以后，他们能改变思想，那么再重新回到岗位上来，那么中国共产党就对革命就更加纯洁是当时的想法是这样的。那么但是呢，这个因为很多事情它的发展是不可能按照人们的计划去做的，它往往会有很多意想不到的事情发生。Le 25 mai, Nie Yuan-tri, une étudiante de l'université de Pékin, et d'autres personnes affichent des posters d'Adzibao critiquant le principal de l'université. Le 28 mai, on assiste à la première création d'un groupe de révolution culturelle. Ces groupes ont reçu le titre d'autorité de la révolution culturelle prolétarienne et étaient l'organe spécialisé dans la gestion des affaires de la révolution culturelle, c'est-à-dire organiser des critiques, des débats et en général organiser un peu tout le mouvement. Le rapport de la décision de la révolution culturelle disait ceci pour réglementer la révolution. Les groupes de révolution culturelle, les comités de révolution culturelle et les congrès de révolution culturelle constituent la meilleure nouvelle forme d'organisation permettant aux masses de s'éduquer sous la direction du Parti communiste. C'est le meilleur pont entre notre parti et les masses en contact étroit. C'est l'organe du pouvoir de la révolution culturelle prolétarienne. Le 29 mai, les élèves du lycée de Tingkhoi mettent en place les gardes rouges, qui sont des groupes de personnes, étudiants, ouvriers, etc., qui se regroupent pour manifester, faire des critiques, étudier et faire de la propagande. La principale différence entre les gardes rouges et les groupes de révolution culturelle est que les gardes rouges sont des mouvements populaires désorganisés. Ils n'ont pas d'affiliation avec le PCC ou le gouvernement. C'est un mouvement de masse. Le 29 mai, Liu, Deng et Zhao, les trois membres du comité permanent du Politburo, responsables du travail quotidien du comité central, ont décidé avec anxiété, lors de la réunion, d'envoyer un groupe de travail au quotidien du peuple et à l'université de Pékin. Cette réunion était bien évidemment dirigée par Liu. Mao a dit à Liu, les groupes de travail, tu peux les envoyer, tu peux ne pas les envoyer, mais il ne faut pas précipiter les choses. Nous voyons dans cette phrase, Mao a précisé 2 fois, ne veut pas envoyer les groupes de travail. Mao a aussi dit il faut contrôler la situation mais ne surtout pas réprimander les mouvements étudiants. On voit bien le positionnement Mao à propos des groupes de travail dans ces phrases. Il est contre. Mais il nous faut parler de ces groupes de travail. Les anti-maoïstes ne font aucune différence entre les gardes rouges, les groupes de travail, et les groupes de révolution culturelle. Les groupes de travail obéissent directement à Liu Shaoqi, même si officiellement ils obéissent au gouvernement. C'est un peu sa milice personnelle, si vous voulez. Les groupes de travail utilisent régulièrement la violence, physique et verbale. Les gardes rouges sont des mouvements très désorganisés, se réclamant de Mao, malgré de grosses différences idéologiques. Parmi eux, on peut trouver aussi bien des pro-Liu, des Mao, des révisio et même des anarchistes. En fait, c'est des mouvements populaires. Il n'y a pas vraiment d'autres règles que celle de « si vous aimez bien Mao, alors vous pouvez venir ». Alors bien sûr, de par la non-organisation du mouvement, certains gardes rouges utilisent la violence, ce qui n'est absolument pas autorisé. Et bien sûr, les groupes de révolution culturelle, comme nous l'avons dit plus tôt, obéissent au PCC et servent de passerelle entre les masses et le parti. C'est plus un organe éducatif, ils n'ont jamais utilisé la violence. Donc, comme vous pouvez l'observer, la thèse simpliste anti-maoïste nous expliquant que les gardes rouges sont les soldats de Mao, que le dictateur chinois peut décider d'envoyer pour tuer tout le monde, est extrêmement risible quand on voit toute la complexité de la situation. Déjà, il n'y a pas que les gardes rouges, et Mao n'a que de l'influence sur la population chinoise, de par le fait que les masses l'admirent. Il n'y a pas de lien direct avec eux. Alors, avant de continuer, on va juste vous présenter un concept très simple qui a déjà été mentionné avant, qui s'appelle le Dazhibao. Le Dazhibao est grossièrement une manière de critiquer par le peuple les décisions du parti et de ses membres. C'est une méthode d'expression populaire via des affiches. There may be other ways of doing things, but we prefer Dazhibaos. This way, our criticisms get around to all the workers. The workers heard about what was happening at the watch factory through the newspapers. They were excited about it and decided to do something along the same lines.
In studying the watch factory, we managers realized how far behind we were. So we asked the workers to join us in starting this campaign. Donc reprenons. Le 2 juin, Mao écrit une lettre qui s'intitule « Lettre du président Mao aux gardes rouges du lycée de Tsinghua ». Dans cette lettre, Mao a écrit « J'ai reçu les 2 dadibao que vous m'avez envoyés, le 28 juin et la lettre que vous m'avez transmise pour réponse. Je voudrais vous exprimer mon soutien chaleureux aux 2 dadibao que vous m'avez envoyés, le 24 juin et le 4 juin, dans lesquels vous avez exprimé votre colère, votre dénonciation des propriétaires terriens, de la bourgeoisie impérialiste, des révisionnistes et de leurs laquais qui exploitent et oppriment les ouvriers, les paysans, l'intelligentsia révolutionnaire et le parti révolutionnaire. Vous avez déclaré que vous aviez le droit de vous rebeller contre les réactionnaires. En même temps, je voudrais exprimer mon soutien chaleureux au groupe de combat du drapeau rouge du lycée rattaché à l'université de Pékin pour son dadibao déclarant qu'il est justifié de se révolter contre les réactionnaires. Je voudrais aussi remercier le camarade Peng Xiaomeng pour son excellent discours révolutionnaire au nom du groupe de combat du drapeau rouge lors de l'assemblée générale de tous les enseignants, étudiants et membres personnels de l'université de Pékin. Je voudrais dire ici que mes camarades révolutionnaires et moi-même partageons la même attitude à Pékin, dans tout le pays, dans la révolution culturelle. Nous soutenons chaleureusement tous ceux qui ont la même attitude révolutionnaire que la vôtre. Aussi, tout en vous soutenant, nous vous demandons de veiller à unir tous ceux qui peuvent l'être. Pour ceux qui ont commis de graves erreurs, après avoir souligné leurs erreurs, nous devrions également leur donner la possibilité de travailler pour corriger leurs erreurs et de commencer une nouvelle vie. Marx a dit que le prolétariat doit se libérer non seulement lui-même, mais aussi toute l'humanité. S'il ne peut libérer toute l'humanité, le prolétariat ne peut finalement pas se libérer lui-même. Je voudrais attirer l'attention des camarades sur ce principe. Ce petit texte de Mao insinue que la lutte armée et la violence sont des choses à bannir. Cette position sera clarifiée plus tard lors du discours de Lin Biao, même si bien évidemment c'était déjà une évidence avant. La révolution culturelle commence un peu partout, notamment dans les universités, comme vous pouvez le voir. En réaction à ça, le 4 juin, le nouveau comité central de Pékin a envoyé des groupes de travail dans chaque université qui ont pour but de critiquer les révolutionnaires dans chacune d'entre elles. Liu Shaoqi a accusé les révolutionnaires de la révolution culturelle d'être des droitiers, entre énormes guillemets, pour justifier des humiliations, des marches forcées, les fameux tours avec les bonnets d'âne et des autres violences physiques et verbales. Le 16 juin, Kwai Dafu a publié un dadibao nommé « Où va le groupe de travail ?», afin de critiquer les groupes de travail et leurs actions violentes. Les groupes de travail lui renvoient la balle en le critiquant de droitier, ce qui est une habitude dans les groupes de travail. En effet, le 21 juin, Wang Guangmei a rejoint et dirigé le groupe de travail de Tsinghua, qualifiant toute personne anti-groupe de travail de contre-révolutionnaire. En réalité, les groupes de travail ne constituent que la police de Liu Shaoqi et de la bureaucratie révisionniste cherchant à imposer leur domination. Les titres de révolutionnaires et de maoïstes qu'ils s'auto-attribuent est un vernis visant à tromper les masses. C'est une méthode appliquée par tous les révisionnistes souhaitant imposer leurs idées contre les révolutionnaires. Ils ne vont jamais assumer le fait d'être des défenseurs de la bourgeoisie. C'est un schéma que l'on retrouve aussi bien à l'intérieur de la Chine, où les révisionnistes de Liao, Deng et toute sa clique traitent les vrais maoïstes de révisionnistes, tout en se réclamant du maoïsme, tout comme à l'extérieur de la Chine, où l'URSS accuse la Chine d'être révisionniste quand la Chine a porté ses accusations. Il ne s'agit là que d'un jeu d'enfant, consistant à dire « c'est celui qui dit qu'il est ». Si on regarde sérieusement, sans se fier aux apparences, les révisionnistes ne sont pas difficiles à décerner quand on sait ce qu'est le marxisme-léninisme. Les critiques maoïstes sont fondées et accessibles. Les critiques soviétiques sont opaques, non accessibles et non fondées. Les critiques des maoïstes sont fondées sur les bases théoriques du marxisme-léninisme, tandis que les critiques denguistes pro-Liao sont fondées sur de la doctrine et de l'obéissance aveugle à celui qui tient le drapeau chinois. Encore aujourd'hui, ceux qui regardent les pays révisionnistes en les défendant ne font que se voiler la face, ou bien ils tentent de cacher leur propre révisionnisme. Mais nous nous éloignons un peu trop de notre sujet, alors revenons à notre Wang Guangmei, qui vient avec ses groupes de travail dans l'université de Tsinghua
pour censurer tout opposant politique de Liu. Kwai Da-fu sera humilié, comme bien d'autres avant et après lui. Il sera bien sûr interdit d'écrire d'autres dazibao. Les quelques 700 étudiants de Tsinghua ont été qualifiés de contre-révolutionnaires et Xi Mingwan, un des étudiants, s'est suicidé après s'être fait humilier par le groupe de travail de Wang Guangmei. L'exemple de Kwai Da-fu est juste un petit exemple parmi d'autres de la manière dont les groupes de travail faisaient régner le révisionnisme, mais surtout la confusion. En effet, comme nous l'avons dit plus tôt, beaucoup de gens confondent les gardes rouges, les groupes de travail et les groupes de révolution culturelle. Nous n'allons pas refaire ce point encore une fois, mais il faut bien comprendre que ce sont trois choses distinctes. Le 18 juillet, Mao revient à Pékin et condamne immédiatement les agissements des groupes de travail. Le 24 juillet, le président Mao a approuvé l'avis publié par le Conseil d'État du Comité central du Parti communiste chinois sur la réforme de l'inscription dans l'enseignement supérieur, une réforme approfondie de l'examen d'entrée à l'université, une réforme qui vise à rendre l'éducation plus accessible, car à l'époque, les examens étaient obligatoires pour entrer à l'université, ce qui faisait que les travailleurs et les classes les plus pauvres qui n'avaient pas reçu d'éducation n'avaient pratiquement aucun moyen de s'instruire. Cette mesure fut prise, ainsi que la suspension temporaire des cours pendant un semestre pour permettre aux étudiants d'aider à la révolution dans le secteur de l'éducation. Enfin, le 25 juillet, Mao démantèle et interdit les groupes de travail. C'est un soulagement énorme, bien que de nombreux gardes rouges autoproclamés maoïstes restent encore incontrôlables. Le 29 juillet, le comité municipal du parti de Pékin a organisé une conférence avec les militants de la révolution culturelle au palais de l'Assemblée du peuple. Lors de cette conférence, les participants ont débattu de la réhabilitation de tous ceux qui ont été accusés d'être des droitiers par la bande de Liu Shaoqi. Alors, les accusations sont tous passées une par une, et ils regardaient sur des critères objectifs de ce qu'est le révisionnisme et de qui est effectivement un droitier et qui ne l'est pas. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est une énorme majorité de réhabilitation qui s'ensuit. Dans une démonstration de sa mauvaise foi et de son révisionnisme de plus en plus dangereux, Liu Shaoqi a refusé toute forme de critique à son encontre. Il a campé sur ses positions et nié toute faute. Le 31 juillet, le président Mao a écrit une lettre de soutien aux gardes rouges du lycée affilié à Tsinghua, et rapidement les gardes rouges du pays entier ont demandé à le voir en personne. Lors de la 11e session plénière du 8e comité central à Beijing, du 1er au 12 août 1966, Liu Shaoqi a déclaré publiquement « Au pire, on la fait pas, la révolution culturelle ». Mao, en réaction à cette déclaration, mais aussi à toutes les autres bêtises que Liu et sa clique a accumulées, s'accumulent depuis son arrivée au pouvoir en Chine, a écrit un dazibao qu'il collera à la cantine de Zhongnanhai pour critiquer Liu Shaoqi et ses positions révisionnistes. Je profite de cette critique de Mao envers Liu pour préciser quelque chose. Certains propagandistes anti-Mao qualifient très souvent la révolution culturelle et les critiques des maoïstes envers la clique des révisionnistes comme étant une querelle personnelle de Mao. C'est une explication qui s'inscrit pleinement dans l'idée de querelle de cour, dans laquelle Mao ne serait rien d'autre qu'un empereur chinois comme un autre, tentant de consolider son pouvoir en éliminant sa concurrence, qui eux sont dépeints comme fondamentalement bons et gentils. Ils n'arrivent à ces conclusions que parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas le caractère idéologique, et je dirais même scientifique, parce que oui, le marxisme est une science. Le 5 août, le Dazibao est publié dans toute la Chine. Le PCC a également adopté la décision sur la grande révolution culturelle prolétarienne, qui marque le début officiel de la révolution culturelle. Lorsque la décision fut prise, le PCC mit au clair comment la révolution devait se dérouler. Ils dictèrent des règles, dont voici un des passages les plus importants dans la décision. La révolution culturelle prolétarienne en cours est une révolution qui touche l'âme des gens et constitue une nouvelle étape plus profonde et plus large dans le développement de notre révolution socialiste. Bien que la bourgeoisie ait été renversée, elle tente d'utiliser les vieilles idées, la culture, les coutumes et les habitudes des classes exploiteuses pour corrompre les masses et subjuguer les cours et les esprits du peuple. Afin d'atteindre son objectif de restauration, le prolétariat, au contraire, doit relever le front de tous les défis de la bourgeoisie dans le domaine de l'idéologie et utiliser les idées, la culture, les coutumes et les habitudes nouvelles du prolétariat pour changer les perspectives spirituelles de l'ensemble de la société.
À l'heure actuelle, notre objectif est de vaincre les autorités capitalistes, de critiquer les autorités académiques réactionnaires de la bourgeoisie, de critiquer l'idéologie de la bourgeoisie et de toutes les classes exploiteuses, de réformer l'éducation, de réformer la littérature et l'art, et de réformer toutes les superstructures qui ne sont pas adaptées à la base économique du socialisme afin de contribuer à la consolidation et au développement du système socialiste. Il est normal qu'il y ait des opinions différentes parmi les gens. Il est inévitable, nécessaire et utile que plusieurs opinions différentes soient débattues. Les masses affirmeront ce qui est juste, corrigeront ce qui est faux et parviendront progressivement à l'unanimité dans un débat normal et complet. Dans le débat, il est nécessaire d'adopter la méthode qui consiste à présenter les faits, raisonner et à convaincre par la raison. Il n'est pas non plus permis d'adopter une méthode visant à soumettre la minorité qui a des opinions différentes. La minorité doit être protégée car la vérité est parfois entre les mains de la minorité. Même si les opinions de la majorité sont erronées, elle est autorisée à se défendre et à conserver ses opinions. Lorsque ces débats sont organisés, ils doivent être menés de manière civile plutôt que militaire. L'équipe, c'est aussi le lieu de la vie politique quotidienne. Je crois qu'on doit poser la question comme ça. Est-ce qu'à l'étape actuelle, les entreprises doivent, oui ou non, pratiquer le système des primes? Si on pose la question par rapport au système socialiste, je crois qu'il faut faire la différence entre stimulant matériel et système d'encouragement. Le stimulant, c'est ce que voulait la bande de Liu Shaoxi. Je crois que le système d'encouragement est indispensable. Mais il ne faut pas le confondre avec les stimulants matériels prônés par Liu Shaoxi, puisque ce sont les plus méritants qui bénéficient du système d'encouragement. Tu dis que le système d'encouragement profite aux plus méritants, donc à un petit nombre, c'est-à-dire à ceux qui apportent de grandes contributions. Je vois mal comment on peut faire la différence entre encouragement matériel et stimulant matériel. Moi, je dis qu'il faut pratiquer le système d'encouragement. Parce que dans les entreprises socialistes, il faut récompenser les travailleurs d'avant-garde qui ont apporté de grandes contributions. Le système d'encouragement est indispensable. Je ne suis pas d'accord avec elle. Elle dit que le système d'encouragement, c'est seulement pour ceux qui ont apporté de grandes contributions. Si c'est comme ça concerne vraiment très peu de gens. Si on doit mettre en place un système, que ça ne soit pas pour quelques individus. Quand Xiao Chu dit qu'il y a une différence entre encouragement matériel et stimulant matériel, moi je dis qu'il n'y en a pas. Et pourquoi donc? Parce que ça ne peut pas libérer les forces productives, le système d'encouragement. Seule la révolution peut les libérer. Ça n'a rien à voir avec le stimulant matériel de Liu Shaoxi. Je crois que l'encouragement matériel est nécessaire pour le moment. Dans le système socialiste, la distribution se fait en fonction du travail. À chacun selon son travail. Tu travailles bien, tu as une conscience élevée, alors tu as droit à un encouragement matériel approprié. Toi, tu crois qu'on parle de stimulant matériel. Tu fais une confusion. Dans la société socialiste, chaque ouvrier doit devenir un révolutionnaire conscient. Sinon, on retourne en arrière avec les stimulants matériels ou les encouragements matériels. Et on ne forme plus de révolutionnaires conscients. Les stimulants concernent trop peu de gens. Moi, je maintiens qu'il n'y a pas de différence. Vous soutenez que ça sert à encourager les plus avancés et à stimuler les traînards. Je veux bien qu'on donne des primes à l'avant-garde, mais à votre avis, est-ce qu'un héros comme Lai Fen avait besoin de stimulants? En leur donnant des primes, vous les rabaissez en réalité.
Prenons par exemple un malade qui doit se soigner. On peut lui donner un peu d'opium. Par contre, toi, tu es bien portant. Si je te donne un peu d'opium, peut-être que ça te fera de l'effet, un effet agréable. Et tu seras tellement accroché que peu à peu tu te drogueras. Et alors tu seras intoxiqué. Aujourd'hui, on ne travaille ni pour les capitalistes, ni pour les patrons, mais pour le peuple. C'est pourquoi quand tu travailles bien ou mal, ça intéresse directement tous les travailleurs. Quand on a compris le sens des nouveaux rapports de production, on travaille de façon consciente. Si on met l'accent sur l'aspect politique des choses, on peut donner des récompenses matérielles. C'est un encouragement moral conforme aux principes, à chacun selon ses moyens et à chacun selon son travail. Nous, on parle de récompenses raisonnables, mais on ne néglige pas le travail politique. Vous nous avez mal compris. Des récompenses convenables ne dispensent pas du travail politique. Mais c'est contradictoire. Ou bien on élève le niveau de conscience, ou on donne des stimulants. C'est contradictoire, c'est évident. C'est la politique qui commande tout, y compris dans le domaine économique. Ça n'a rien à voir avec les stimulants. Oui, Lénine dit qu'il faut tenir compte de l'étape historique donnée. Sinon, ça n'a pas de sens, tu ne crois pas ? Mais la bande à Liu Shaoxi parlait aussi de récompenses convenables. Alors on a donné des primes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. À l'atelier numéro 11, ils ont trouvé nécessaire le système d'encouragement. Et à quoi ça a servi? Au début, petit à petit, les primes sont plus importantes. Mais petit à petit, ça ne suffit pas. Et finalement, c'est la prime partout. C'est la prime partout et sans exception. Je crois que c'est presque l'heure. La discussion a été très intéressante. Et très vive. Ça montre bien que pour ce qui est du système d'encouragement, chacun a son idée. En résumé, il y a deux opinions. Selon les uns, on a besoin du système d'encouragement à l'étape historique du socialisme pour impulser le développement des forces productives. Pour les autres, le système d'encouragement a plus d'inconvénients que d'avantages. Il favorise la notion de propriété privée. Au fond, il est défavorable à la classe ouvrière. Ces deux points de vue, on ne les a pas unifiés. On n'a plus le temps maintenant. Nous pourrons poursuivre la discussion la prochaine fois, d'accord ? La discussion est provisoirement close, mais reprise par notre opérateur Lee, elle se poursuit aussitôt dans l'équipe de tournage avec la même animation, la même passion. L'orientation officielle va vers la suppression des primes. Mais cela ne va pas sans problème. Dans bien des endroits, la discussion reste ouverte. Pause. Avant de continuer, nous allons vous parler plus amplement des gardes rouges. Alors, les gardes rouges se sont divisés en deux catégories principales. Les gardes rouges rebelles, ce sont principalement des fils ou filles d'ouvriers, de paysans, de soldats, etc., etc. Ils ont pour objectif de protéger le socialisme en Chine. Les gardes rouges conservateurs, eux, ce sont des jeunes dont les parents pour la plupart sont des cadres, dont le but était en réalité de protéger leurs acquis familiaux, ainsi que protéger leurs parents. C'est aussi eux, principalement, qui commirent les crimes durant la révolution culturelle, même si Mao a précisé plusieurs fois que la lutte devait être civilisée.
C'est cette tendance violente chez les gardes rouges conservateurs qui a malheureusement conduit aux événements de l'août rouge. Certains gardes rouges commirent des crimes pendant ce mois. Ils utilisèrent la lutte armée, que Mao critiquait dès le début de la révolution culturelle, tout en se disant maoïste. Ils profitaient de la situation. Déjà, ils appuyaient des raisonnements idiots, comme le fait d'accuser les gens de révisionnistes de père en fils. Si un membre de ta famille était révisio, ou tout simplement accusé de l'être, ils considéraient que tu l'étais aussi. Ces gardes rouges conservateurs ont grandement participé à la destruction du patrimoine chinois que l'on attribue souvent aux maoïstes. Je profite que l'on aborde le sujet pour préciser que le gouvernement, ainsi que les masses maoïstes et Mao lui-même, ont tout mis en place pour protéger le patrimoine chinois et empêcher la destruction. Et nous verrons cela plus en détail à la fin de la vidéo. Quand nous vous disons que les gardes rouges étaient désorganisés, on ne mentait pas. Pour la propagande anti-maoïste, les gardes rouges conservateurs servent d'hommes de paille, leur permettant de critiquer les maoïstes à travers un ennemi ridicule. Il faut être clair, le marxisme-léninisme-maoïsme, en abrégé le MLM, c'est une science. Si tu n'es pas scientifique, que tu fais n'importe quoi, par exemple le fait d'accuser quelqu'un d'être réac parce que son père l'est, eh bien tu n'es pas scientifique, donc tu n'es pas maoïste. Beaucoup d'idiots se font passer pour des scientifiques pour faire passer leurs idées stupides, sous un beau vernis attrayant. On ne dit pas pourtant que les scientifiques sont tous comme ces fous. C'est pourtant ce que les propagandistes appuient par leur ignorance ou par malhonnêteté. Il est aussi important de souligner que les gardes rouges qui commirent ces crimes furent punis pour cela. Il n'y avait certainement pas de statuts spéciaux pour eux. Ils étaient des citoyens chinois comme tout le monde. Les éléments contre-révolutionnaires en vigueur, tels que le meurtre, l'incendie, l'empoisonnement, le vol, l'assassinat, même par incident, qui ont bien sûr été prouvés, doivent être punis conformément à la loi. Le 18 août, le président Mao reçoit les gardes rouges sur la place Tiananmen. Depuis, il a reçu plus de 10 millions de gardes rouges, à 7 reprises. Lorsque le président Mao a reçu les gardes rouges, au début du mois de novembre, un dialogue entre Tibaniu et le président Mao a révélé la raison pour laquelle le président Mao a reçu les gardes rouges. À l'époque, lorsque le parti communiste travaillait avec le Kuomintang, j'étais très jeune et le docteur Sun Yat-sen m'a rencontré et m'a confié des tâches importantes. Je me souviens encore de ce que M. Sun a dit lorsqu'il m'a rencontré. La révolution n'a pas encore réussi. Les camarades doivent encore travailler dur. Maintenant, je rencontre plus de gardes rouges, plus de gens, pour faire savoir aux enfants que je suis déterminé à m'opposer au révisionnisme après un certain nombre d'années, et se souviendront sûrement de ma détermination. Dans le même temps, le gouvernement central a permis aux gardes rouges de voyager gratuitement en bus, de se loger et de parcourir le pays dans une série d'associations se levant partout pour attaquer la bureaucratie. Le 27 novembre 1966, le groupe conservateur Action Conjointe est créé et attaque les rebelles, mais en vain. Le 26 décembre, le Front Uni organise une conférence de l'opposition au cours de laquelle il scande des slogans tels que « À bas la révolution culturelle centrale, à bas Zhou Enlai, vive Liu Shaoqi, brûlez Jiang Qing, le président Mao est incorrect ». Cette organisation a pris d'assaut le ministre de la Sécurité publique à 6 reprises pour sauver des personnes arrêtées par les forces de sécurité publique et a finalement été dissoute de force en 1967.文革大革命最初，1966年的下半年和1967年的上半年是这个武斗啊，还有这个暴乱的动乱是最严重的时候。那为什么会有这种情况呢？这个就是说，现在人们要清楚两个概念，一个是叫红卫兵，一个是叫造反派。那毛泽东他是说造反有理，是指造反派也要站起来造这个走资本主义道路当前的派。红卫兵这个名称呢，不是毛泽东要取的，红卫兵的名字是学生他们自己取的，是最早的时候是北京一些最精英的学校的一些学生，中学生取的。那个这个最精英学校的学生都是中国共产党高官和这个军队里
这个高官的子弟，毛泽东的孩子、邓小平的孩子、刘少奇的孩子，他们都在这些学校。他们对他们就说他觉得这个中国当那个政权是属于他们自己的，是他们父母亲给打下来的，是他们的天下，他们要保卫这个政权。所谓的红卫兵就是要 defend the soldiers to defend the red regime， 要保卫红色政权。那么他们呢，当时呢，毛泽东要停课闹革命，就说学校不上课了，你们可以搞这个文化大革命的运动，可以上街游行啊，可以写大字报啊，可以对这个领导进行批判。那他们集中批判的对象呢，就是这个他们学校的领导人。因为他们学校的领导人一般的话是，比如说校长，那党支部书记当然是革命干部，但是校长一般都是原来的旧知识分子，不一定是革命干部，他们的阶级成分不太好啊。然后呢，因为在这个文化大革命以前，他们已经有些毛，所以他们就是保卫这个红卫兵，他们是从他们的阶级立场上来保卫他们的父母亲的权利、父母亲的地位。在这个情况下呢，他这个所谓他对性打击的是原来的所谓的阶级敌人，地主富农啊、资本家呀、这个旧知识分子啊，国民党的这个留下来的人员呢，所以他们对他们进行抄家，把他们的这个，然后呢就当然他们也登记了，也不是完全抢走，但是对反动抄家了。然后那个第一个这个被打死的是一个中学的校长。这个问题实际上现在我们也搞不清楚，但是有信息说是这个邓小平的女儿参加了，还有其他几个人把这个校长打死了。那么就是说，这个最早实行这种暴力的，是应该说是这个家庭这个红色背景家庭的孩子，也不是大学生，都是中学生。但是呢，毛泽东不是这个意思。毛泽东的意思说要对党内的，就是中国共产党党内的，不是原来的阶级敌人。那就是说他是在这种情况下呢，另外一帮人就响应毛泽东的号召，他们就要造反派，他们就起来造这个共产党干部的反。那这个时候呢，就是造反派跟红卫兵实际上是对立的。所以呢，是有的时候他们的这个内部就武斗啊，武装斗争啊。所以造反派没有要去搞什么破坏活动，没有是要打人，因为文化大革命的目的不是要从体力上去打人，而是要进行思想性的教育。一个中国共产党这个当时的这个纲领性的文件16条，其中一条就是要文斗，不要武斗，就是 fight with words, not with fists。那这个时候就说造反派倒是愿意坚持这个原则的，但是红卫兵他不坚持。那后来是什么情况下呢？后是江青，还有这个党内的无产阶级革命，这个文化大革命派，把这些很多这个当高根子弟的孩子给抓起来，这个事情才这个所谓的这个北京的那些暴力才开始制止下去。Après la purge bureaucratique, la situation dans le pays s'est stabilisée, et Mao et d'autres, ainsi que les militaires, ont commencé à se tourner vers des modérés, qui n'étaient pas favorables à un changement radical. À ce stade, l'armée n'a plus toléré les gardes rouges rebelles, et certaines armées locales ont commencé à intervenir à titre privé. Cela rendit difficile l'exécution du plan de prise du pouvoir et obligea Mao à ordonner à Lin d'envoyer des troupes pour protéger les masses. Alors, il faut qu'on vous parle d'un gros morceau. La Commune de Shanghai. C'est un des événements les plus marquants de la révolution culturelle. En effet, le 5 janvier 1967,
à Chiang Rai, une révolte des travailleurs guidée par les maoïstes, qui formeront l'essentiel de la bande des 4 plus tard, Wang Kongwan, Yao Wenyuan et Zhang Chunqiao, contre les bureaucrates de Chiang Rai, qui s'opposaient fermement à la révolution en cours. Chen Pixun et Cao Diqiu étaient contre la collectivisation et étaient en faveur de l'expérience de Tao Yuan. Et ils faisaient bien sûr partie des membres critiquant des innocents lors des campagnes de Liu Shaoqi. Bref, de bons élèves du révisionnisme chinois. Ils seront évincés du pouvoir par la révolution menée par Wang, Zhang et Yao, soutenue par Mao et Jiang Qing. Et en preuve actuelle de leur révisionnisme, ils seront tous deux réhabilités par Deng Xiaoping dans les années 80. Lors de leur arrivée au pouvoir, les révolutionnaires maoïstes de la commune populaire de Chiang Rai ont instauré la démocratie directe à l'échelle de la ville. Mais malheureusement, la nature de sa mise en œuvre a suscité une vive opposition parmi les bureaucrates révisionnistes du Parti communiste chinois qui voyaient une potentielle menace contre la mainmise du comité central et du Conseil d'État sur les affaires intérieures de la Chine. Depuis la révolution culturelle, on travaille de façon consciente. Le travail idéologique marche mieux. On travaille de façon consciente. Les retards sont rares et les initiatives se développent, si bien que la production a augmenté de façon considérable. Tant qu'on fait confiance aux ouvriers, ils font preuve d'initiative. Mais si vous vous méfiez d'eux, ils se moquent de tout, et plus rien ne les concerne. Comment établissez-vous les normes? À l'époque, pour calculer les temps, on servait d'un chronomètre. Un chronomètre comme ça. Et on calculait le temps pour faire chaque pièce. On pensait que c'était une méthode scientifique. Mettons que vous finissez d'usiner une pièce. Je sors mon chrono et je le bloque. Et je le remets dans ma poche. Après, je peux jeter un coup d'œil sur le chronomètre pour voir le temps passé sur la pièce à usiner. Je peux vérifier le temps réel de travail. Ces méthodes, on les a supprimées. À l'époque, la gestion, c'était l'affaire d'un petit nombre de gens. Maintenant, on compte sur les ouvriers, sur l'ensemble des ouvriers, qui ont élevé leur niveau de conscience. Les nouvelles normes sont établies par la triple union des dirigeants, des ouvriers et des techniciens. Et tous ensemble, on discute et on fixe les nouvelles normes. Et on met en valeur l'initiative des ouvriers. Maintenant, on pratique la triple union des dirigeants, du personnel technique et des ouvriers qui se réunissent pour discuter des normes. Avant, il y avait des tâches qu'on ne pouvait même pas mener à bien. Maintenant, avec les nouvelles normes, on a pu augmenter la production. Prenons par exemple la pompe de 125 000 kW. Avant, la norme, c'était 15 jours. Et maintenant, c'est seulement 3 jours, c'est ça. Vous gagnez combien? La question des salaires est très complexe. C'est un héritage de l'ancienne société. Le pays fait des efforts pour réduire les écarts graduellement. Moi, je suis entré à l'usine après la libération. Vu mon ancienneté, je gagne 105 yuan. Et toi? 74. 80 yuan. Moi, 69 yuan. Je gagne 53 yuan. Je suis nouveau, je ne gagne que 42 yuan. 58 yuan. Dans notre atelier, le salaire le plus élevé est de 126 yuan. Et le plus bas de 42 yuan. 42 yuan. Le 23 janvier, l'armée intervient officiellement dans la révolution culturelle. À cette époque, le comité central pensait encore que la situation était bonne, que le révisionnisme était pratiquement éliminé, et que la révolution culturelle était pratiquement terminée. Oui, elle n'était pas censée durer aussi longtemps. Il préférait utiliser l'armée pour l'après-révolution.
Dans le même temps, les restrictions imposées aux mouvements de masse ont été élargies et approfondies, et l'armée commence à tuer sans discernement pour ne pas ébranler sa position, ce qui provoque de nouveaux conflits parmi les rebelles. En février, les conflits se multiplient entre les rebelles et l'armée, et les conflits au niveau inférieur s'étendent au niveau supérieur, créant un conflit interne au comité central. Les coups portés par les rebelles au cadre de l'armée ont encore accru la colère des généraux chevronnés. Plusieurs généraux vétérans soutiennent que la révolution culturelle a fortement perturbé l'ordre social et demandent que l'on accorde de l'importance à la direction du parti. Lors de cette réunion, ils ont même réhabilité l'organisation terroriste Action Commune, la bande de harceleurs de Liu Shaoqi. Ce qui montre à quel point les bureaucrates au sein de l'armée sont honteux. Au niveau local, l'armée a réprimé des innocents. Mao Zedong, scandalisé par la situation, maudit les cadres de l'armée dans ce texte. Vous dites que Jiang Qing et Chen Boda ne sont pas assez bons, alors faites de Chen Yi le chef du groupe central de la révolution culturelle, de Tang Zhenlin le chef adjoint et de Yu Qiuli le membre du groupe de révolution culturelle. Et si cela ne vous suffit pas, ramenez Wang Ming et Zhang Guotao. Et si cela ne vous suffit toujours pas, faites revenir aussi les États-Unis et l'Union soviétique. Si vous voulez, arrêter et fusiller Chen Boda et Jiang Qing, mettez Kang Chang à l'armée et moi je me retirerai président. Vous pourrez ramener Wang Ming pour me remplacer. Vous êtes des vieux membres du parti. Tang Zhenlin. Pourquoi parlez-vous sur la ligne bourgeoise? Je propose que le Politburo se réunisse pour discuter de cette question. Si le Politburo ne peut résoudre ce problème, alors mobilisez tous les membres du parti pour le résoudre. L'armée a passé les mois suivants à réprimer les masses sans discernement et à qualifier de contre-révolutionnaires de nombreuses organisations de garde rouge. Dans le même temps, l'armée se permet d'appliquer des sanctions. 27 février, la commune de Shanghai s'arrête ici. Après plus d'un mois de révolte, qui même si elle se solde par un compromis, reste assez favorable envers les révolutionnaires, mais surtout lance un élan national. Avec le succès de la prise de pouvoir des travailleurs à Shanghai, des campagnes de prise de pouvoir ont été lancées dans le pays entier. En avril, les rebelles ont officiellement fait scission. Les contradictions internes se sont considérablement intensifiées, l'impasse s'est aggravée et le comité central a fait de son mieux pour apaiser les conflits. Parallèlement à ça, l'armée, en particulier les bureaucrates de l'armée, n'étaient pas satisfaits de la limitation du pouvoir à cette époque, et a ravivé les gardes rouges conservateurs pour maximiser leurs propres intérêts. Le comité central a réagi en critiquant 62 cadres supérieurs, dont Liu Shaoqi, ce qui a poussé les rebelles à s'engager à nouveau sur la voie de l'unité. Le 16 mai 1967, avec le soutien des forces locales de Wuhan, l'organisation conservatrice Wuhan Area Proletarian Revolutionnaire Liaison Station of the Million Heroes, en abrégé Million Heroes, a été créée, revendiquant 1,2 million de membres qui, en réalité, étaient proches de 500 000. Ils étaient essentiellement un groupe de services secrets soutenus par la bureaucratie pour réprimer les gardes rouges rebelles. À l'insu du comité central, ils sont allés jusqu'à utiliser des armes telles que des lances, des casques d'acier, de l'acide sulfurique, des camions militaires et même des bombes à gaz. On peut considérer cela comme un avant-goût de ce que la bureaucratie révisionniste chinoise sera capable de faire sous Deng Xiaoping. Le 4 juin, l'armée de Wuhan a publié « Annonce des troupes de Wuhan de l'armée populaire de libération de Chine », que l'on a appelé l'annonce du 4 juin. Cette annonce a marqué le début de la répression des gardes rouges rebelles par l'armée de Million Heroes. Pendant un mois, d'innombrables gardes rouges rebelles ont été tués. Les communications ont été coupées et les gardes rouges rebelles ont été contraints de quitter la ville. Le seul moyen de communication disponible était le planétarium de Wuhan, utilisé pour envoyer des messages. Les ordres du groupe central de la révolution culturelle n'ont eu aucun effet à Wuhan. Le 26 juin, la révolution culturelle centrale a appelé d'urgence la région militaire de Wuhan, mais en vain. L'armée du Million Heroes, sous le contrôle de la région militaire de Wuhan, a déclenché 17 luttes armées à grande échelle, tuant 137 travailleurs et étudiants et en blessant gravement plus de 1000 citoyens. Le comité central décide d'intervenir directement à Wuhan. Le 6 juillet, Mao Zedong décide de se rendre dans le sud pour inspecter la situation en personne. Mais comme la situation à Wuhan n'est pas très claire en raison des communications coupées, le comité central décide d'agir en secret. Le 14 juillet, Mao Zedong, Zhou Enlai et Li Zuopeng arrivent à Wuhan. Les masses persécutées des rebelles ont pleuré en voyant Mao Zedong. Ils ont éclaté en sanglots, et la nouvelle s'est rapidement répandue.
À l'arrivée de Mao, les organisations conservatrices n'ont pas eu d'autre choix que de l'accueillir par des slogans. Le 15 juillet, Mao a été informé de la situation et a déclaré qu'il siégerait à Wuhan pour résoudre le problème, suggérant qu'il devait être résolu par la force. Le 18 juillet, Chen Zhaodao, un membre de Million Heroes, a accepté de libérer les gardes rouges rebelles sous la médiation du camarade Mao Zedong. Cependant, lorsque l'ordre a été donné, certains dirigeants ont lancé une rumeur selon laquelle le gouvernement central avait été dupé par les gardes rouges conservateurs. Et l'armée est devenue si agitée que la division de Million Heroes, la division indépendante et la 29e division lancent une nouvelle mutinerie au sein de l'armée. Tandis que des troupes étrangères, soutenant les rebelles, marchent vers Wuhan en même temps que le conflit reprend. Le 21 juillet, le camarade Mao Zedong quitte Wuhan sur les conseils de Zhou Enlai. Zhou Enlai réussit finalement à négocier un accord avec les gardes rouges conservateurs de Wuhan. Le 25 juillet, le comité central déclare que l'incident de Wuhan est une émeute contre-révolutionnaire, et le 27 juillet, la division Million Heroes est dissoute de force. Les gardes rouges conservateurs et ceux qui, dans l'armée, soutenaient les gardes rouges conservateurs ont commencé à se venger. Le 9 août, Lin Biao a sévèrement critiqué les dirigeants de l'armée pour avoir réprimé les masses. Il était tout à fait favorable à l'idée de supprimer les factions capitalistes au sein de l'armée et de procéder à une réforme sociale globale. Après tout, Lin Biao était le véritable responsable de l'armée, et il continuait à mettre en avant le slogan de compromis « Sauver ce qui peut être sauvé » ou « Sauver ce qui doit être sauvé ». Comme le camarade Mao Zedong ne contrôlait pas réellement l'armée à cette époque, celle-ci a commencé à remettre ses armes aux conservateurs et se sont rebellés contre Mao. Après l'incident de Wuhan, les gardes rouges rebelles se divisent à nouveau en factions modérées et radicales. Sous le soutien de la révolution culturelle centrale et de la situation générale de découverte de la faction capitaliste au sein de l'armée, les dirigeants militaires et les bureaucrates d'origine militaire ont été critiqués. Le 25 juillet, le département politique général a subi un assaut massif de la part des gardes rouges rebelles. 402 personnes ont été emprisonnées et 17 ont été persécutées à mort. Par la suite, un certain nombre d'incidents se sont produits. Des attaques successives ont été lancées contre des organes militaires dans de nombreuses régions du pays. Le 5 août est le premier anniversaire de la publication du Dazhibao de Mao. Les gardes rouges rebelles ont tenu un congrès à la place de Tiananmen pour dénoncer Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, les principaux révisionnistes du parti. Les gardes rouges rebelles, de plus en plus en colère, perdent peu à peu la raison, et Liu Shaoqi, effrayé, brandit un exemplaire de la Constitution et de la loi et crie que la lutte armée est interdite, comme s'il n'avait pas été le fondateur de la lutte armée pendant la révolution culturelle. Mais les revendications trop radicales ont commencé à s'écarter des exigences politiques de la majorité de la population et ont même atteint un niveau de chaos et d'impopularité critique. La révolution culturelle s'est de plus en plus égarée. Si elle n'est pas contrôlée, elle pourrait conduire à un chaos ou à une véritable guerre civile. Le 5 septembre, la camarade Jiang Qing annonce donc l'arrêt de la campagne, sortie des factions capitalistes de l'armée, et commence à rétablir l'ordre. En même temps, la publication « Avis sur la reprise des cours dans les écoles primaires et secondaires à des fins révolutionnaires » met fin à la suspension des cours. La suspension des cours a été inscrite dans les manuels scolaires des révisionnistes comme pseudo-preuve de culpabilité de la révolution culturelle. Mais cette suspension n'a en fait duré que moins d'1 an. Le 6 octobre, le quotidien du peuple propose un grand cours d'études sur Mao, ce qui signifie que le mouvement s'est retiré dans le domaine de l'idéologie. Le 6 octobre, dans un discours, le camarade Mao Zedong met l'accent sur l'absorption des leçons et la révolution culturelle passe du statut de révolution à celui de campagne de rectification. Au début de l'année 68, le quotidien du peuple annonce que la révolution culturelle est entrée dans une nouvelle période de combat et de critique contrôlée par l'armée. À la fin de l'année, les luttes armées à grande échelle s'arrêtent. En octobre 68, lors de la 12e session plénière du 8e congrès du comité central, Liu Shaoqi est enfin démis de ses fonctions et expulsé du parti. La révolution culturelle est devenue désormais symbolique, et le pays avait progressivement retrouvé une production et une vie normale, afin de continuer à lutter contre l'instabilité sociale et à atténuer le problème de l'emploi, tout en dissolvant les gardes rouges. Le camarade Mao Zedong a proposé en décembre 68 la solution suivante. Il est nécessaire que la jeunesse intellectuelle se rende à la campagne pour soutenir la rééducation des paysans pauvres et moyens. Il préconise également que les paysans se rendent dans les villes ou étudient localement à la campagne. Le nombre total de jeunes intellectuels qui l'ont accompagné à la campagne a atteint plus de 16 millions, soit 10% de la population urbaine du pays.
Pendant quelques années, cette mesure a également permis d'unifier de manière inattendue les relations ethniques. Malheureusement, après la fin de la révolution culturelle, ces jeunes qui avaient des idéaux mais ne comprenaient pas la politique et la société n'ont pas réalisé les raisons émotionnelles vengeresses et opportunistes qui les avaient poussés à rejoindre la révolution et n'ont pas compris la révolution culturelle pour ce qu'elle est, ce qui a servi de pseudo-preuve aux révisionnistes pour discréditer la révolution culturelle. Après que Liu ait été démis de ses fonctions, la présidence a été abolie, afin d'éviter les excès d'autoritarisme de la part des bureaucrates du pouvoir. La décision a été prise à l'initiative de la ligne rouge du parti, donc soutenue par Mao et la bande des quatre. Cette décision ne plut pas beaucoup à Lin Biao, qui avait vu sa popularité et ses chances de devenir le prochain président de la République populaire de Chine augmenter drastiquement après les événements de Wuhan. L'abolition de ce rôle lui a donc déplu et c'est l'une des raisons qui pourrait avoir poussé Lin à faire un coup d'état, même si ce sujet reste très complexe, nous le verrons juste après. Les pouvoirs de l'Assemblée sont donc renforcés par cette décision, ce qui est un petit pas en avant dans la lutte contre la bureaucratie et la centralisation, mais pas en avant qui sera malheureusement supprimé à la mort de Mao. Cette réforme de la Constitution est un des meilleurs exemples pour expliquer la situation en Chine. Beaucoup qualifient Mao de révisionniste bureaucratique, même si c'est une confusion due à l'époque Mao. Période fictive dans laquelle Mao serait le dirigeant absolu de la Chine de 1949 jusqu'à 1976, vision simpliste des choses, s'inscrivant dans le mythe de l'empereur Mao, dans lequel Mao est omnipotent et souhaite tout ce qui arrive à la Chine. Tout ce qui arrive de bien, ce n'est que lorsqu'il est battu, et tout ce qui arrive de mal, c'est parce qu'il l'a voulu. En réalité, comme nous l'avons vu, Mao partageait le pouvoir et était même assez faible au sein du parti. Sa réelle force se trouvait dans sa proximité avec les masses, qui le suivaient même parfois sans comprendre ce qu'il faisait. En preuve que Mao n'est pas un bureaucrate, cette réforme nous montre sa volonté de faire tomber la bureaucratie, seulement cette réforme nous montre pourquoi celle-ci ne tombe pas. Même si Mao a réussi ce pas en avant, il s'est fait au prix de beaucoup de sacrifices. Tout cela pour une réforme qui était assez moindre, comparée au véritable nettoyage qu'il fallait faire. Mais pourquoi ne s'est-il pas fait? Parce que le mythe de l'empereur Mao est faux, et que par conséquent, il lui était impossible d'imposer sa volonté révolutionnaire aux bureaucrates du parti, qui eux étaient en surnombre. Il aurait voulu donner plus de pouvoir aux masses, faire intervenir plus directement le peuple chinois sans passer par l'organe bureaucratique. Mais ces réformes étaient impossibles avec ce parti communiste chinois qui a accumulé les contradictions depuis un moment déjà. Nous en parlerons plus amplement plus tard. C'est d'ailleurs justement parce qu'il ne pouvait pas faire passer les réformes révolutionnaires par la bureaucratie et les décrets de l'État qu'il s'en est remis directement aux masses chinoises. C'est ça la révolution culturelle. C'est pour ça que cette révolution culturelle existe, pour que le peuple fasse changer les choses lui-même quand le parti en est incapable. Cependant, si Mao a certes réussi à faire passer la réforme anti-bureaucratique visant à détruire le rôle de président de la RPC, la ligne rouge n'a pas pu empêcher les révisionnistes de faire passer leurs idées dans la ligne noire du parti. Pour revenir au 8e congrès du parti, on peut dire que c'est à ce moment que le président Mao et la clique de Lin Biao se séparent. En plus de leur position allant contre les réformes démocratiques de Mao, Chen Boda, un membre de la nouvelle faction de Lin Biao, a également soutenu la théorie du génie de Lin Biao. Une croyance qu'il existe des génies naturels, c'est un pléonasme pour dire que Mao est un génie absolu, etc. Des bêtises visant à accentuer le culte de la personnalité créé par Lin Biao. Ce sont ces positions qui ont fini par mettre le président Mao en colère contre Lin Biao. Il était déçu par un de ses plus fidèles camarades. C'est en réaction à cela qu'il a lancé le mouvement de rectification de Chen Boda. Grandement dans le temps, nous arrivons en 1971 pour vous parler de l'incident de Lin Biao. En effet, le 11 septembre 1971, assassinat visant Mao préparé. Il était censé avoir lieu.
Le 23 mars 1971, Lin Ligo, le fils de Lin Biao, et d'autres planifient et rédigent le résumé du projet 571. Un projet de coup d'état militaire visant à renverser Mao. Le fils de Lin Biao, Lin Ligo, avait préparé un plan visant à assassiner Mao et rétablir la présidence afin de placer son père au pouvoir. Heureusement, le 11 septembre, Mao change de chemin dans son itinéraire habituel, ce qui fait échouer le plan de Lin. Dans la panique, le 13 septembre 1971, Lin Biao et sa famille prennent l'avion et s'écrasent à Vindurkhan, en Mongolie. La raison de la défection de Lin Biao est restée mystérieuse. Mais nous sommes plus enclins à écouter les explications de la fille de Lin Biao, suivi du récit de Momogao sur l'incident de Lin Biao. Car tout ce que nous venons de dire est probablement faux. Cette version de l'affaire Lin Biao, ce n'est qu'une version parmi d'autres. Laissons plutôt Momogao vous expliquer tout ça. 第一个我要说的是，因为很多东西还不能够得到准确的资料，林彪这个事情还有很多问题是没办法回答的，这是肯定的。中国共产党还没有公开这个信息，还有资料是很难得到的，这是第一个。第二个呢，毛泽东。林彪就是在文化大革命的时候，他虽然支持了毛泽东，才使得他能够在这个政治上有人支持，他就不害怕有什么其他的变故。但是呢，林彪一直是有保留性的支持毛泽东的，比方说对他的一些对一些老干部的那些一些出到那些造反派或者红卫兵的这种是在这个个人上斗争的那种残酷的这个他是不满意的，他是非常反对的。然后他对这个张春桥啊还有江青也有很多不同的意见，他也不高兴。那么当然他这个毛泽东他是不敢反对的，就是最后他到底是出逃还是因为像他的女儿林豆豆向周恩来报告的，说是这个他哥哥和他妈妈要把这个林彪架走，那么林彪自己是不是知道怎么回事情，这还是一个谜。因为我们都知道，有一点我们知道的，林彪的身体特别的不好，他经常吃药，很多情况他是昏昏沉沉的。而且呢，他这个他的老婆叶群是他的办公室主任，所以任何人要跟林彪打交道都要首先通过叶群。那叶群在这里面起了什么作用，我们也不太清楚。所以说这个飞机怎么会起飞往哪儿跑，然后怎么会掉下来毁校，这些我至今还是不能给你非常明确的回答。但是我觉得他跟官方说的有点不太一样的，就是说我没有认为林彪或者是他儿子要谋杀毛泽东，我没有找到任何证据。 Donc si vous avez compris, c'est une histoire assez floue. Étant donné ce que nous disposons à ce sujet, notre organisation ne prend donc pas position sur ce sujet. Après l'incident du 13 septembre, le vol de Lin Biao, le camarade Mao Zedong était dévasté et sa santé s'est détériorée. À la fin de l'année 1974, les bureaucrates révisionnistes étaient de retour et cherchaient un représentant qui sauvegarderait leurs propres intérêts. C'est ainsi qu'en 1975, Deng Xiaoping est nommé à la tête du Politburo du Comité central et chef de l'état-major général de la Commission militaire centrale, suite au vote de la proposition de Ye Jianying. Mais pourquoi l'a-t-on fait revenir alors que depuis tout à l'heure on vous dit que c'est un révisionniste? Pourquoi? Parlons un peu de Deng Xiaoping. Il était l'un des membres les plus importants de la ligne noire, c'est-à-dire la bande de Liu Shaoqi. Si ce n'est le plus important.
Il était à l'origine des politiques accélérationnistes du grand bond en avant, qui signifie vulgairement « plus tu es audacieux, plus tu peux produire ». Ce n'est pas la traduction exacte, mais c'est un slogan qui poussait les paysans à produire le plus possible afin d'atteindre les quotas inatteignables fixés par des bureaucrates incompétents. C'est cette course à la production, cette recherche absolue et permanente du développement des forces productives et de la production qui caractérisait la pensée de Deng. C'est une pensée fondamentalement capitaliste. Le développement de la production n'est absolument pas un but. C'est l'une des principales différences entre le communisme et le capitalisme. Le capitalisme cherche le profit avant tout, la croissance, plus de capital. Les théories de Deng Xiaoping vont dans ce sens. Il appuie qu'une terre peut produire 10 millions de kilos par acre, quand bien même c'est impossible. Quand il applique qu'avec l'audace, on peut produire autant que ce que l'on souhaite, c'est aussi un rapprochement avec les politiques capitalistes, visant à presser les forces productives comme des citrons pour en tirer la moindre petite gouttelette de jus, quitte à les détruire. C'est ce que Deng a fait et les conséquences ont été lourdes. Même si, je suis d'accord, on ne peut pas tout lui attribuer, ce serait bête. Alors oui, toute recherche d'amélioration de la production n'est pas capitaliste. Il faut juste savoir faire l'équilibre entre l'homme et la croissance, tout en gardant toujours la priorité pour l'homme. Mais, c'est cette question de l'équilibre qui a pu laisser penser aux membres du parti que les théories de Deng, qui à ce moment de l'histoire consistaient à dire que la Chine devait prioriser la croissance des forces productives. Ils pensaient que ces théories n'étaient pas si mauvaises. Combinées à une autocritique, où Deng fit semblant de s'excuser pour ses fautes afin de mieux revenir, il n'en fallait pas plus pour le retour du renégat révisionniste que l'on pensait avoir battu pendant la Révolution culturelle. La Révolution culturelle qui n'est maintenant plus assez autonome pour neutraliser cette menace. Et c'est ainsi que Deng peut revenir à un poste très haut placé à la proposition d'un homme de l'armée. Il entreprend alors de purger les rebelles et de réhabiliter les bureaucrates critiqués. Et en 1975, les bureaucrates, logiquement, se mettent à massivement soutenir Deng Xiaoping, qui a gagné en puissance. Deng Xiaoping a alors procédé à une purge majeure des principales figures rebelles. Et après 4 sessions du Congrès national du peuple, les vieux cadres bureaucratiques ont repris le dessus dans les organes de l'État et de l'armée. Après un revirement politique complet, Deng Xiaoping a entamé un revirement économique complet. Des exemples typiques sont, par exemple, la rectification du transport ferroviaire, la nécessité de prêter attention aux effets de la révolution, de surmonter le soi-disant factionnalisme du prolétariat et de la bourgeoisie, etc. etc. Par la suite, Deng Xiaoping a fait preuve de sa poigne de fer habituelle, et même de son style froid en lançant des répressions sanglantes contre les gardes rouges rebelles de base. Par exemple ceux de Xuzhou, et en supprimant de force la question du factionnalisme après avoir résolument réprimé les soi-disant fauteurs de troubles. En mai, Deng a commencé à réformer l'industrie du fer et de l'acier, toujours en réprimant fermement le factionnalisme, en établissant des règlements stricts et, en septembre, en promulguant les 21 articles de l'industrie qui avaient tous été sévèrement critiqués pendant la Révolution culturelle. Immédiatement après, Deng Xiaoping a annoncé un vaste projet visant à réhabiliter les cadres bureaucratiques critiqués pendant la Révolution culturelle, ce qui a incontestablement renforcé la bureaucratie du parti. L'importance de la réorganisation de Deng Xiaoping n'était pas seulement de resserrer l'économie, comme on l'appelle aujourd'hui, mais aussi, je dirais même, surtout, le fait que la révolution culturelle avait directement porté atteinte aux intérêts de la clique bureaucratique et des militaires, qui n'étaient plus disposés à reconnaître Mao, du moins sur le plan économique, et qui donc, naturellement, se sont retournés à la recherche d'un autre maître, un autre leader pour représenter leurs intérêts. C'était là une bonne occasion pour Deng Xiaoping, nouvellement nommé, de gagner le soutien des bureaucrates et des militaires. Ainsi, il a pu dominer Mao après sa mort en libérant les anciens cadres et en désavouant la révolution culturelle et les gardes rouges rebelles. Depuis le premier jour de la réorganisation de Deng Xiaoping jusqu'à l'écrasement de la bande des 4 par Hua Guofen, le proche camarade de Deng Xiaoping, et enfin le rejet total de la révolution culturelle, tout s'est déroulé selon cette ligne.
Dans le même temps, la gestion d'une main de fer de l'économie et de la culture a considérablement accru le pouvoir de la bureaucratie. Mao espérait continuer à consolider les acquis de la révolution culturelle par la lutte dans la sphère culturelle. Et le 7 août 1973, le quotidien du peuple a publié l'article de Yang Zhongguo intitulé « Confucius, un penseur qui a obstinément défendu l'esclavage », qui était la prélude à la critique du confucianisme. Bientôt, toutes sortes d'articles critiquant le confucianisme et Confucius et faisant l'éloge des légalistes de l'empereur Qin Shi Huangdi ont commencé à paraître, et la campagne Critiquer Lin et Confucius a débuté. Le 18 janvier 1974, avec l'approbation de Mao Zedong, le comité central du Parti communiste chinois, CCPC, a transmis une sélection d'articles de la camarade Jiang Qing. Lin Biao est la voix de Confucius et de Mencius. L'objectif de cette campagne était de critiquer la restauration du capitalisme et d'encourager le peuple à poursuivre la révolution. La critique de Confucius venait créer un parallèle avec la lutte entre le progrès vers le nouveau système défendu par Qin Shi Huangdi à l'époque des royaumes guerriers qui souhaitait avancer vers le féodalisme qui à l'époque était une forme de progrès en comparaison avec le système de Confucius qui défendait ardemment l'esclavagisme et du coup dans ce parallèle le marxisme-léninisme porté par Mao et le progrès vers le nouveau système et le capitalisme porté par Deng Xiaoping et l'ancien système. Cependant, Deng Xiaoping a effacé la signification progressiste de ce mouvement après son arrivée au pouvoir. Mao demanda à Deng Xiaoping de confirmer sa position en faveur de la révolution culturelle, chose à quoi Deng Xiaoping répondit que la révolution culturelle a été constituée de 70% de réussite et de 30% d'erreurs. Ce qui peut paraître assez innocent vu comme ça, mais ça laissait présager à Mao Zedong que, en réalité, l'autocritique de Deng Xiaoping n'était rien d'autre qu'une arnaque visant à revenir au parti pour remettre en place les mêmes réformes qu'avant. Le 26 novembre, le comité central du PCC a publié point essentiel du discours de salutation et toutes les régions ont commencé à étudier et à lancer la campagne Critiquer Deng et contrer le vent de retournement vers la droite. Le camarade Mao espérait changer les choses et amener les masses à se tourner vers les gardes rouges rebelles. Mais, déconcertés par les politiques de Deng Xiaoping, de nombreuses personnes se sont mis à soutenir aveuglément les bureaucrates, ce qui a montré une fois de plus que Mao n'est absolument pas un dictateur tout-puissant de qui on a peur et à qui on obéit. Le 14 janvier 1976, le premier ministre Zhou Enlai est décédé. La faction à laquelle appartenait le successeur du premier ministre était susceptible de prendre le contrôle de la situation politique. Mao Zedong voulut faire de son mieux pour sauver la faction révolutionnaire, et conformément à ses intentions, le camarade Zhang Chunqiao a été autorisé à prendre le pouvoir. Cependant, la clique bureaucratique de Deng Xiaoping n'était pas dupe, et ne pouvait qu'être en désaccord, mais Mao était encore moins susceptible de choisir Deng Xiaoping. Finalement, c'est quelqu'un d'acceptable pour les deux partis qui a été propulsé sur la scène de l'histoire. Hua Guofeng, ministre de la Sécurité publique. En clair, Hua Guofeng était plus conforme aux intérêts des bureaucrates. Il s'intéressait à la fois aux révolutionnaires et en même temps, sa simple image n'était pas un mauvais lien avec le parti. Les fonctionnaires, les ouvriers, les paysans et l'armée. Malgré son désaccord avec l'attitude de Mao à l'égard de la révolution culturelle, il a accepté de se conformer à la ligne de conduite finale de Mao et n'a pas renié la révolution culturelle. Mao espérait que Hua s'unirait aux révolutionnaires afin de préserver une étincelle pour l'avancement de la révolution. La dispute au sujet du Premier ministre reflétait l'inadéquation entre le pouvoir des révolutionnaires et celui des capitalistes contre-révolutionnaires, et laissait présager le sort des révolutionnaires. Le 5 avril, jour de fête de Qingming, une tradition chinoise de commémoration des ancêtres, la commémoration de Zhou Enlai s'est rapidement transformée en une vive manifestation et une protestation de près de 2 millions de personnes. Ces manifestations droitières sont en effet assez inhabituelles et violentes. En fait, Deng Xiaoping est le coupable de cet incident. Deng Xiaoping a dit plus tard à Yang Changkun: pendant la fête de Qingming le 5 avril, certaines personnes ont décidé de se rendre sur la place Tiananmen pour envoyer des couronnes de fleurs au Premier ministre. C'était une bonne occasion de trouver un moyen d'en faire toute une histoire, de donner un coup de pouce au président et de prouver que tout le monde ne l'écoute pas. La déclaration n'est pas très explicite, mais on comprend qu'il est à l'origine de ce lèvement droité. Mais plus tard, après l'incident du 5 avril, Hu Yaobang, ancien Premier ministre du Conseil d'État, a déclaré: Xiaoping
m'a dit de trouver quelques fils et filles de cadres et de leur demander d'aller parmi les travailleurs pour faire de l'agitation et cibler Jiang Qing et Zhang Chunqiao. Mais certains individus ont retrouvé le fer de lance contre le président, ce à quoi nous nous attendions pas. Voilà qui devrait rassasier les sceptiques. Le document précise également que Deng Xiaoping s'est spécialement rendu dans une voiture à la place Tiananmen pour observer les mouvements qui s'y déroulaient. À son retour, il a dit à Hu Yaobang, par l'intermédiaire de sa famille, que la place était bondée et qu'il avait fait du bon travail. Il a bien sûr menti quand il disait qu'il était juste parti à l'hôtel de Pékin pour se faire couper les cheveux. Lorsque Deng Xiaoping arrive au pouvoir, il a justifié le mouvement du 5 avril en déclarant qu'il ne s'agissait que d'un mouvement révolutionnaire, juste de la résistance non violente, et qu'il s'agissait d'un événement historique d'une grande importance et d'une portée symbolique. Il marquait une étape importante dans l'histoire de la résistance de tous les peuples face à la bande des quatre. Sa soi-disant juste résistance non violente était en fait la destruction de véhicules de bureaux, de la sécurité publique, de camions de pompiers, le passage à tabac de jeunes innocents et de gardes, ainsi que le saccage et l'incendie des casernes de l'armée populaire de libération. Sa soi-disant résistance universelle, c'est en fait une haine extrême des masses révolutionnaires. Après avoir vu un comportement contre-révolutionnaire aussi éhonté, sa soi-disant révolte contre la bande des quatre était en fait une attaque et une calomnie contre le camarade Mao. L'affichage de toutes sortes de tracts réactionnaires et la diffusion de poèmes réactionnaires. Après l'incident du 5 avril, le Politburo a défini le mouvement du 5 avril comme étant une émeute contre-révolutionnaire. Deng Xiaoping a été révoqué de toutes ses fonctions au sein du parti et il a été officiellement annoncé que Hua Guofeng était officiellement le premier ministre du Conseil d'État et le premier vice-président du comité central du Parti communiste chinois. C'est bon ? C'est gagné ? Liu est parti, Deng est parti. Il reste plus personne pour empêcher la société socialiste chinoise de se construire. En juin, l'état de santé de Mao Zedong s'est fortement détérioré et il a cessé de recevoir des invités étrangers. Le 15 juin, Mao a déclaré à Hua Guofeng et Ye Jianying « J'ai fait deux choses dans ma vie. D'une part, me battre avec Chiang Kai-shek pendant tant d'années et le chasser sur tant d'îles, et d'autre part, résister à la guerre pendant 8 ans et inviter les Japonais à rentrer chez eux. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur cela. Il n'y a que quelques personnes qui me murmurent à l'oreille, me demandant de reprendre ces îles le plus tôt possible. Une autre chose que vous connaissez tous est la révolution culturelle. Il y a en l'occurrence beaucoup moins de gens qui la soutiennent. Mais il y en a beaucoup qui s'y opposent. Ces deux choses ne sont pas terminées. Et cet héritage doit être transmis à la génération suivante. S'il ne peut être transmis pacifiquement, il le sera dans la tourmente. Sinon, il devra être transmis dans le sang. Le 9 septembre 1976, le camarade Mao Zedong est décédé. Le 5 octobre, Hua Guofeng, Ye Jianying et Li Xianan convoquent une réunion du Politburo pour exclure les révolutionnaires et formulent un plan qui est exécuté par Wang Dongxing, directeur du bureau général central dans la soirée du 6 octobre. Les auteurs du coup d'état invitent Wang Hongwen, Zhang Chunqiao et Yao Wenyuan à une réunion au nom de la discussion d'un échantillon clair du volume 5 des œuvres choisies de Mao Zedong. Et les trois sont arrêtés à leur arrivée au lieu de rendez-vous, suivis de Jiang Qi. Peu après, d'autres révolutionnaires tels que Mao Yuanxin, Qi Tsun et Xi Zhengyi sont également arrêtés. Et les organisations de milices de Chiang Rai ont été détruites.
Ils ont tous été enfermés pendant longtemps en attente de leur procès. Wang Hongwen s'est fait torturer et violenter par les gardes de la prison pendant 5 longues années. Quand il vient le jour de procès, il ne ressemble plus à rien. Juste après avoir emprisonné ses opposants politiques dans le parti, Hua a fait revenir Deng Xiaoping, marquant la fin de tout espoir de renouveau dans le parti. Le 25 janvier 1981, la Cour populaire suprême de la République populaire de Chine a condamné les camarades Jiang Qing et Zhang Chunqiao à la peine de mort, ultérieurement annulée pour tenir compte des dissidents de haut niveau tels que Chen Yun. La peine a été rabaissée à la perpétuité. Le camarade Wang Hongwen prend aussi la perpétuité, et le camarade Yao Wenyuan prend 20 ans d'emprisonnement. Les cadres ont été qualifiés de bande des quatre, un nom qui à la base était péjoratif, mais qui a été repris par les révolutionnaires maoïstes du monde entier. Ce qui est hilarant, c'est que ces accusations à leur encontre étaient suivre la voie du capitalisme, s'engager dans la division des terres en exploitation individuelle et la sous-traitance de la production aux ménages pour ce qui était de l'époque de Hua Guofeng, et suivre la voie de la commune populaire et être anti-parti, antisocial et contre-révolutionnaire pour ce qui était de l'époque de Deng Xiaoping. Donc même les accusations sont contradictoires. Ce procès est une mascarade organisée par un nouveau chef inavoué du gouvernement de Hua, le révisionnisme. Hua n'était pas du tout un centriste. Il était juste, comme de très nombreux membres du parti, un droitier se cachant pour mieux réapparaître et planter son couteau dans le dos de la révolution. En réalité, Mao formait Wang depuis un moment en vue d'assurer le futur de la révolution dans le parti. Cependant, en raison de la démocratie dans le parti, Wang n'avait aucune chance d'être élu président du PCC. Il fallait trouver quelqu'un qui serait acceptable pour les droitiers de plus en plus puissants, mais aussi acceptable des vieux cadres tout en restant sur une voie révolutionnaire. Mao pensait pouvoir confier ce rôle à Hua, qui, en raison de sa neutralité sur la plupart des positions de la révolution culturelle, était quelqu'un d'appréciable par la ligne noire, et aussi en raison de sa neutralité, appréciable par la ligne rouge du parti qui considérait que Hua avait les capacités de poursuivre la révolution. Cependant, c'était une grave erreur. Hua utilisa comme argument de propagande le fait que Mao l'ait désigné, et usa de sa popularité temporaire pour mettre en place le terreau qui permettra au révisionnisme de foutre un coup de poignard dans la tombe de la ligne rouge du parti et d'enterrer définitivement la révolution. Alors, nous allons maintenant passer à un petit debunk de tous les mythes plutôt secondaires qui viennent de cette époque. La violence est demandée par Mao. On a survolé plusieurs fois ce point dans la vidéo, mais on ne vous a pas montré la plus grosse preuve de ce que l'on appuie. Mao a répété plusieurs fois que la violence était une mauvaise chose, notamment dans sa lettre à Zhou Enlai, où il explique très bien que la révolution culturelle est une révolution qui touche l'âme. Il explique explicitement que les marches forcées, les bonnets d'âne et les autres choses comme celle-ci sont des actes à bannir. Et bien sûr, plus parlant encore, le fameux discours de Lin Biao à la place Tiananmen. Liu s'est fait maltraiter. Au début de l'année 1968, alors que Liu Shaoqi souffrait de diabète, de maladies coronariennes, de bronchite chronique et d'emphysème, le gouvernement central a envoyé une équipe médicale spéciale pour le traiter, le soigner et le sauver. Ce que je trouve quand même absurde, c'est que lorsqu'on compare la lutte de ligne entre la ligne rouge et la ligne noire, on voit très bien que les méthodes utilisées par la ligne noire, c'est-à-dire par Liu Shaoqi, que l'on nous présente comme étant quelqu'un de victime de la révolution, de victime du méchant peuple fou dirigé par Mao, et ben en réalité, c'est lui et c'est sa bande, c'est la ligne noire du parti qui ont utilisé des méthodes violentes, qui ont utilisé des méthodes de répression, qui ont utilisé l'armée, la police
pour frapper sur les révolutionnaires, créer des groupes de travail, des sortes de milices de la ligne noire du parti, et on vient quand même nous les présenter comme étant des victimes. Alors que de l'autre côté, lorsqu'on regarde les outils de la ligne rouge, c'est la révolution culturelle qui, même si on peut la juger comme étant quelque chose de mal organisé, c'était pas quelque chose qui avait pour but d'être violent et pour but de faire du mal aux membres de la ligne noire physiquement. Ça avait pour but de critiquer, ça avait pour but de faire quelque chose qui reste dans les organes législatifs, les organes démocratiques du parti et de la République populaire de Chine. Parce que contrairement à certains, Liu Shaoqi n'a absolument pas été traîné de force dans un tribunal. On n'a absolument pas pris Deng, Liao et tous les autres pour les torturer dans une prison pendant 5 ans, leur raser le crâne et ensuite les faire arriver devant un tribunal avec des accusations factices dans lesquelles on savait déjà quel allait être le verdict du procès. On n'a absolument pas fait ça. Ils ont été dégagés de leur parti parce qu'ils ont fait de la merde et qu'ils ont utilisé leur pouvoir et qu'ils en ont abusé pour faire de la répression de manière absurde et que la quasi-intégralité du parti était d'accord pour les dégager, même leurs plus proches fidèles. Destruction des conservations du patrimoine. C'est l'une des accusations qui revient le plus. Quand on parle de révolution culturelle, les gens imaginent souvent ça comme étant Mao qui considère que la culture chinoise est trop capitaliste et qui vont du coup décider de la détruire. C'est complètement idiot. Et en fait, les objets d'art étaient toujours strictement protégés. Et le comportement excessivement agressif n'a duré que peu de temps avant de prendre fin. La plupart des gardes rouges étaient raisonnables et ont pris l'initiative de protéger les objets. Le chaos de la production. La décision du comité central du Parti communiste chinois sur la grande révolution culturelle prolétarienne, adoptée par le comité central le 8 août 1966, stipule explicitement que la révolution doit être saisie et la production promue. Bien que l'économie nationale ait subi certaines pertes relativement importantes au cours de l'année chaotique de 1967, la construction économique du pays s'est poursuivie tout au long de la décennie avec l'achèvement du 3e plan quinquennal et du 4e plan quinquennal, ce que même la résolution de certaines questions historiques du parti depuis la fondation de l'État a dû reconnaître. Mao voulait purger la bande des quatre. Le 17 juillet 1974, lors d'une réunion du bureau politique du comité central, il désigna les camarades Wang Hongwen, Zhang Chunqiao, Jiang Qing et Yao Wenyuan et leur dit « Vous devez faire attention à ne pas devenir une petite secte de 4 personnes. » Le camarade Mao Zedong ne voulait pas qu'il s'engage dans un sectarisme ou un factionnalisme. En fait, les 4 n'étaient pas particulièrement proches. Il souligne également que le problème doit être résolu. S'il n'est pas au cours du premier semestre, il le sera au cours du second semestre, et s'il n'est pas résolu cette année, il le sera l'année prochaine. Le 23 décembre de la même année, à la veille du 4e congrès national du peuple, Wang Hongwen a pris un vol à Changsha afin de rencontrer le camarade Mao Zedong en secret. Le camarade Mao Zedong, quant à lui, a critiqué Wang Hongwen devant Zhou Enlai. Arrêtez de vous engager dans un sectarisme, je vous ai conseillé à plusieurs reprises de ne pas réunir plusieurs personnes, mais vous n'avez pas écouté. Cette fois, puisque vous êtes venu, vous allez rester 3 jours de plus, réfléchissez, faites-moi un chèque écrit. En fait, Mao ne voulait pas écraser la signification de la bande des 4, mais seulement la critiquer comme une erreur. C'était plus une lutte contre le sectarisme dans le parti et le factionnalisme qu'une lutte contre les idées de la bande des 4. Les exploits de la révolution culturelle. Il y a bien sûr eu beaucoup d'exploits dans la révolution culturelle, on n'a pas envie de vous laisser juste sur une note un peu pessimiste qui dit qui ne fait qu'excuser en fait ce qu'on raconte sur la révolution culturelle. On a envie de vous expliquer tout ce qui a été fait. Alors on peut parler par exemple de la presse. Pendant la révolution culturelle, d'innombrables formes de journalisme officiel et non officiel ont vu le jour. Au total, 542 magazines et périodiques officiels et 182 journaux étaient en circulation dans tout le pays. Les gens du peuple ont publié plus de 10 000 journaux de brochures non officielles, dont 900 rien qu'à Pékin. Les affiches à gros caractères placardés, les dazhibao, sur des murs de rue, des usines et des écoles sont l'antithèse des médias d'État étroitement contrôlés. Elles permettent à des millions de personnes de débattre et de s'exprimer à une échelle sans précédent. L'éducation. L'éducation primaire étant déjà universelle dans les villes, l'objectif était du coup de l'introduire au moins 5 années d'enseignement primaire dans les zones rurales. Chose qui est tristement, complètement abandonnée, oubliée dans la Chine d'aujourd'hui, qui s'est expressément concentrée sur le développement urbain. Les campagnes sont à l'abandon. Eh bien, le Fonds national pour l'éducation a été réinvesti dans les zones rurales de 1966 à 1976. Le nombre d'inscriptions à l'école primaire dans les zones rurales est passé de 116 millions à 150 millions. Des villageois locaux instruits ont été recrutés comme enseignants aux pieds nus.
pour enseigner dans les nouvelles écoles construites par les villageois eux-mêmes. Le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement secondaire est passé de 15 à 58 millions grâce à la construction de nouvelles écoles secondaires ou à l'ajout de sections secondaires dans les écoles primaires. Des représentants d'organisations syndicales et agricoles sont rendus dans ces écoles afin d'assurer un encadrement pédagogique et de donner des conseils pratiques aux élèves et aux enseignants. La libération des femmes. Pendant la révolution culturelle, l'émancipation des femmes a été une grande réussite. Nombre d'entre elles ont obtenu des emplois bien rémunérés dans l'industrie et sont devenues des dirigeantes politiques. De plus en plus de femmes ont aussi rejoint les milices d'armées populaires de libération et sont devenues des techniciennes et des dirigeantes d'usines textiles. Elles ont également obtenu des postes haut placés. La révolution culturelle a vraiment énormément promu la libération des femmes. D'ailleurs, la moitié des fameux médecins aux pieds nus des zones rurales étaient elles aussi des femmes. Alors parlant de ces médecins aux pieds nus, une des innovations les plus dynamiques de la révolution culturelle a été le système de médecins aux pieds nus, qui a contribué à réduire l'écart entre les services de santé des zones rurales et urbaines. En effet, au milieu des années 70, plus d'1 million de soignants, 4 fois plus qu'en 65, travaillaient dans les zones rurales. Nombre d'entre eux étaient des jeunes urbains ayant reçu une éducation dans le cadre du mouvement Go to Hills, Go to the Countryside, aller dans les collines, aller à la campagne. Autre critique infondée qui revient souvent quand on parle de la révolution culturelle, c'est cette fameuse critique comme quoi la révolution culturelle aurait ciblé les minorités et aurait tenté de les génocider culturellement. C'est le terme utilisé. Alors, c'est généralement assez obscur et Monsieur Mobogao va nous aider à vous éclairer sur ce point-là. 制止下去。实际上，这个中国的少数民族和这个少数民族之间，和这个汉族和少数民族这个冲突是最少的。因为毛泽东时代，毛泽东的这个他的标准，在少数民族的一些政策是非常这个公开的。第一个就是说，既反对这个分裂和独立的运动，也反对大汉族主义 affirmative， 就是对待一些特殊的照顾，就是补助等等。那现在如果我还看到很多证据说，你要到这个藏族家庭里面去，他们还挂着毛泽东的像。然后也可能有达赖喇嘛的像，两个同时挂的，所以他们对就是大多数藏族人对毛泽东有很好的感情。为什么呢？因为大多数的藏族人是穷人，有的甚至是奴隶。那毛泽东的革命使他们解放了，给他们土地。所以说这个对少数民族，毛泽东时代很少听说过有什么这个少数民族的冲突，不像现在。好了。这个是不是文化大革命的时候破四旧啊？比方说，其中有一个思想旧风俗、旧习惯。那么这个西藏人的这个信教啊，还有等等，是不是受到了冲击呢？肯定是受到了冲击。因为这个我在一些发表的文章也讲到了。其实呢，这个西藏人自己也是受到了这种思想影响，他们也有中学生，也有红卫兵，也有造反派。但是呢，这个北京的这个造反派红卫兵曾经尝试过去发动这个在西藏发动文化大革命，发动人民起来斗争。但是呢，这个一些主要的这个，当然有些地方是遭到了破坏。但是有的主要地方就是这作为中国共产党的政策当时是保护，但有时候可能保护来不及了，受到了损害，比如说一些这个庙宇啊受到了这个毁坏，这是肯定的，这是有这种情况的存在。但是说有这个屠杀呀，有这个是不存在的。On peut bien sûr parler de toutes les activités culturelles qui ont été faites à cette époque-là. Notre cher monsieur Mobogao a même écrit un livre en entier dédié à son petit village
dans lequel il explique le quotidien sous la révolution culturelle et à quel point les activités culturelles étaient quand même un énorme pan de cette époque. Voilà qui est tout pour cette vidéo qui était le plus gros projet de cette chaîne jusqu'à maintenant. J'espère qu'on en aura d'autres. Nous comptons aussi faire des vidéos sur le grand bond en avant ou encore plein d'autres pans de l'histoire des pays socialistes méconnus ou mal connus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y aura normalement quelques petites vidéos sur différents personnages de la bande des 4 qui vont arriver juste après celle-ci, des vidéos bien plus courtes je vous rassure. C'était très condensé. Si vous vous intéressez encore plus amplement à ce sujet, je vous conseille d'aller checker une petite playlist Spotify de podcasts écrits par un américain vivant en Chine. Une playlist de je pense 18 épisodes de quasiment 1 heure chacune. Du coup si vous savez parler anglais ou comprendre un minimum l'anglais, et ben allez voir ça. Parce que il explique assez bien et c'est assez facile à suivre, même avec mon petit niveau. Donc voilà, allez aussi voir bien sûr les livres de Mobogao, la liste de sources que nous avons mis en description. Et merci de nous avoir écoutés, hein, et j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, rejoignez notre organisation Les Feux du Peuple. Nous avons des Discord, nous avons des Telegram, nous avons tout ce que vous voulez, nous avons des pigeons voyageurs. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.